et soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de Chemin de Traverse. Aujourd'hui, je vous emmène au Rocher de Cheffoy, un lieu insoupçonné situé à 2 pas de la Châtaigneraie. Je suis en compagnie de Jean-Marie Batty, un voisin du Rocher de Cheffoy, mais aussi un amoureux de ce site, un site qu'il va nous présenter, un site d'une beauté naturelle assez incroyable et étonnante, mais un site historique, hein, Jean-Marie aussi. On appelle ça communément ici la cuvette. La cuvette, forcément, parce que nous sommes dans un trou. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut penser que ce rocher, avant cette grande plaie de 600 mètres de long et de 40 mètres de hauteur, sur ce rocher, il y avait des moulins, des croix, la chapelle et une végétation absolument dense. Vers les années 1900, on commence à creuser un peu, à décoller des morceaux de pierre, et l'activité qui va être industrielle à un moment donné va durer jusqu'aux années 1953. Pour exploiter quelle pierre? Le quartzite. Cette roche de différentes couleurs qui aujourd'hui aussi ajoute des couleurs au charme de ce site. Plusieurs centaines de personnes ont travaillé ici, je crois jusqu'en 1953. Si on imagine un petit peu, allez, les années 1930, il y a des mines qui partent, qui décollent la pierre. Ces mines qui rythmaient la vie aux alentours. Midi, 5 heures, on n'avait pas besoin de montre. On disait, est-ce que les mines sont parties? Si les mines étaient parties, c'est que bon, on décollait la pierre. Ensuite, on l'acheminait par des wagonnets jusqu'au sommet, vers le concasseur. Et là, elle était broyée et ensuite transportée vers les gares, et notamment par transport aérien jusqu'à Port-Sec, à 3 km d'ici. Donc, ici, voilà, 200 personnes. 200 personnes dans la poussière, dans le bruit, dans la chaleur, avec des conséquences quelquefois assez dramatiques, puisque cette poussière a généré des maladies liées à la silicose. Et on y parlait français, on y parlait espagnol, on y parlait italien, on y parlait portugais, on y parlait tchécoslovaque, on y parlait russe, on y parlait patois forcément aussi. Donc une activité importante. Alors depuis quelque temps, c'est un endroit propice à la balade. On est sur un site de 8 hectares avec des perspectives, des panoramas et puis une nature surprenante aussi. Voilà, 1953, la fin du chantier, hein, aride, plus un arbre ici. Et voilà, depuis, petit à petit, c'est assez magique pour moi de revoir que cette nature a réussi à reprendre son espace. Avec Jean-Marie, on va suivre le cheminement de cette pierre, alors de son extraction ici jusqu'à son concassage en haut. Mais en attendant, je vous propose de vous échapper d'ici le temps d'un instant et d'aller à la rencontre de Geneviève et Francis qui ont réintroduit la vache Marichine, doucement mais sûrement, alors qu'elle était en voie de disparition. C'est un sujet signé Anthony Jamin. C'est un animal qui est adapté au territoire là où il vit, quoi. Voilà, comme des vaches dans la montagne qui transhument bien, qui sont habituées à valoriser les pâturages, les alpages. La rusticité, c'est surtout, c'est peut-être pas facile à caractériser, mais c'est un animal qui est entre guillemets peu exigeant, qui peut être peu exigeant. C'est des animaux qui valorisent très bien les prairies naturelles, hein, les prairies humides, que ce soit des prairies du Marais ou du bocage. Et un animal qui est vraiment, les anciens disaient, une grange à foin. Dans l'élevage maraîcher, toutes les vaches ont un nom. Hein. Là, vous avez Bécasse, vous avez Huchine, vous avez Corse. De plus, ces animaux, on leur laisse les cornes. Ce sont des très jolies cornes en lyre. Ça amplifie l'animal et ça ne le rend pas plus indocile. Et puis l'animal, il se fie à son instinct. Il est quand même plus facile à manœuvrer en fin d'été lorsqu'il a faim qu'au printemps lorsqu'il a de l'herbe jusqu'aux genoux.
Pourtant, dans les années 60, les races de bovins autochtones déclinent au profit des grandes races. Question de rentabilité. Au cœur du Marais Poitevin, Francis et Geneviève Berland, anciens éleveurs de charolais, se sont lancés un défi il y a 23 ans. Réintroduire sur l'exploitation l'une des 12 races de vaches locales, alors en voie de disparition en France. La maraîchine, un animal bien charpenté, parfaitement adapté à l'élevage extensif en prairies humides. Avec d'autres éleveurs passionnés, ils créent l'association pour la valorisation de la race bovine maraîchine et des prairies humides. La maraîchine donc, bénéficie d'un programme de sauvegarde qui est couronné d'un succès certain, avec aujourd'hui 80 élevages et 1500 femelles adultes. Dans un premier temps, l'élevage moyen aujourd'hui est compris entre 15 et 20 vaches, hein, mais il est en constante progression. C'est-à-dire que tous les éleveurs développent leur élevage au fur et à mesure qu'ils trouvent des prairies. Désormais, une question se pose. Comment réinstaurer de manière contrôlée une production laitière propre à la maraîchine? Des lycées, des communes s'intéressent à nos démarches. Mais nous y allons prudemment, tout d'abord parce que nous n'avons pas des volumes à proposer à profusion. Et puis, l'industrie des viandes ou du lait préfère des gros volumes standardisés, normés. Et nous représentons une autre façon plus marginale de produire, mais dans laquelle nous croyons quand même beaucoup. Actuellement, 3 des 80 éleveurs de vaches maraîchines du département font de la production laitière avec transformation en beurre et en fromage. C'est peu, mais c'est aussi un pas de géant au vu de la trentaine de têtes que comptait la race il y a encore 30 ans à peine. Courage, puisqu'on va être récompensé de notre effort à l'arrivée avec un panorama exceptionnel. Voilà, je ne vous l'avais pas dit que ce serait exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est magnifique, Jean-Marie. Magnifique. Voilà. Alors, on observe d'ici les environs avec peut-être quelques rappels. Mouilleron-en-Parais avec cette butte, un rocher Voilà. également. Les rochers de Mouilleron-en-Parais, hein, qui eux n'ont pas été exploités en carrière. Rochers de Mouilleron, rochers de Cheffois, rochers de la Châtaigneraie. On voit jusqu'à combien de kilomètres? Alors ici, on Jean-Marie voit plus de 20 km. On voit plus loin les châteaux d'eau de Châtonnay. Et voilà, et tout de suite sur la gauche, plus proche de nous, le bourg de Saint-Maurice-et-Girard. Et la campagne. Voilà, donc ici nous nous trouvons sur les trémies. Alors imaginons-nous un instant, il y a 70 à 80 ans, ce site, du bruit, de la poussière, ici des planches qui recouvrent tout le concasseur, et maintenant, voilà, 70 ans, 80 ans après, la nature a repris ses droits, on y retrouve le calme. Dans les ruines des trémies, on trouve un merisier, on trouve des bouleaux, on trouve des chênes, on trouve des ajoncs, des genêts. Voilà, la nature a vraiment repris ses droits. Cette pierre qui est le quartzite, on en faisait quoi? Vous dites des voies ferrées? C'est la pierre qui a servi à la construction, mais le sable n'était pas de qualité extraordinaire. Cette pierre a servi aussi à faire des chaussées, mais là encore, sa qualité a été contestée. Et peut-être que la partie la plus importante a été utilisée surtout pour faire les voies ferrées. Passons un moment ici parce que ça vaut vraiment le coup, Jean-Marie. Là, c'est flagrant, c'est la plaie qui a été réalisée pendant quelques décennies. Hein. C'est le résultat qu'on a. Tout à fait, c'est le résultat. C'est le résultat de cette exploitation de la carrière. 600 mètres de long, on a extrait cette pierre, 40 mètres de haut au plus haut. Et voilà, ici, nous sommes à l'extrémité de l'exploitation de la carrière et sûrement là où s'est arrêtée l'activité. Alors je comprends que vous veniez souvent ici, vous habitez à la fois à côté, mais l'endroit est éblouissant, l'endroit est insolite et c'est un vrai trésor de la nature insoupçonné. Vous êtes très attaché, hein, vous. C'est ça, moi j'y suis très attaché parce que
il y a une part de notre histoire, une histoire de la commune, 200 ouvriers, des étrangers, une activité industrielle importante, et puis cette nature. Un vrai dépaysement aussi. C'est un vrai dépaysement parce qu'il s'y passe toujours quelque chose. On peut s'y promener des heures sans passer au même endroit et toujours en s'émerveillant, il suffit de regarder. Là, Jean-Marie, vous me disiez que ce décor n'a pas été touché, pas exploité en fait par l'homme. Voilà, c'est ce qui nous permet d'imaginer comment pouvait être cette butte, ce rocher, avant l'exploitation des carrières. Jean-Marie, là, je me croirais complètement perdu en pays celte, alors que nous sommes en Vendée, je vous rappelle, à 2 pas de la Châtaigneraie. Voilà, nous sommes sur l'extrémité qui n'a pas été exploitée des carrières. Et justement, puisque ça n'a pas été exploité, ça nous a permis de conserver une plante assez extraordinaire. Et cette plante, on ne la voit qu'ici, elle est là, partout autour de nous. Elle est tout autour de nous. Tiens, comme ici. On peut la regarder ici, sur ce rocher, par exemple. Et Jean-Marie, ce fameux silène de Bastard, on le retrouve que dans 2-3 autres endroits, dans les environs. Le professeur Dupont, professeur à l'université de Nantes, en 92, après une étude, a révélé que cette plante, que bon nombre de promeneurs ou de Chefausiens ignoraient, que cette plante poussait sur les rochers de Mouilleron, à la Châtaigneraie, et ici, et, à ce qu'il nous dit, nulle part ailleurs en France. Alors Jean-Marie, on ne peut pas se quitter sans parler de cette chapelle ici sur notre gauche, qui était là bien avant l'histoire de la carrière. Tout à fait. Ce qu'on appelle ici à Cheffois la chapelle de la montagne a en effet été construite en 1856 en 3 fois, et pour se terminer en 1863, on peut dire que cette chapelle a vécu la transformation de ce site. Elle a été témoin de tout ça. C'est le témoin de tout ça. Jean-Marie, merci beaucoup, puis j'espère à bientôt. Avec plaisir. La semaine prochaine, je vous emmène dans les coulisses de l'écozoo des Sables d'Olonne. Un écozoo, c'est un parc zoologique qui agit également sur l'environnement. Notre objectif, c'est vraiment de donner au public cette impression d'utiliser, d'agir responsable. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.